3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hennouz est avec nous ce soir, responsable de la stratégie Fixed Income d'Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous accueillir pour cette émission. À vos côtés, Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie de marché de Natixis IM et Hervé Goulet-de-Quer qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. La super semaine des banques centrales. C'est une partie de l'actualité qui va nous marquer cette semaine, puisqu'on aura également des résultats microéconomiques importants avec les GAFAM qui publieront leurs résultats au milieu de cette semaine. Mais focalisons-nous peut-être, Valentine, si vous le voulez bien, sur cette super semaine des banques centrales. La Fed, décision mercredi soir, et jeudi, la Banque d'Angleterre en début d'après-midi, suivie de la Banque centrale européenne. Est-ce que les attentes de marché sont bien calées pour ces meetings devant nous? Et si oui, quelle va être l'importance du discours qui va venir enrober les annonces attendues par ces différentes banques centrales, à commencer peut-être par la première d'entre elles, la Réserve fédérale américaine? La Fed. Mais la Fed est vraiment importante pour les marchés et toutes les autres économies mondiales. Donc on pense qu'aujourd'hui, on anticipe que le marché anticipe assez bien ce que vont faire les banques centrales. La Fed, je dirais, dans une position beaucoup plus sympathique que la BCE, parce que si on regarde aux États-Unis aujourd'hui, tous les indicateurs sur l'inflation suggèrent que cette inflation est en baisse. On était à un pic d'inflation de 9% en juin. Maintenant, on est sur une inflation autour de 6%. Mais on a aussi une inflation sous-jacente, hors éléments volatiles, pétrole, alimentation qui recule. Et tous les indicateurs vraiment sont bien orientés. Si on regarde, les prix des loyers sont en train de baisser. Les seuls sujets pour la Fed restent les tensions sur le marché du travail, où on continue d'avoir une asymétrie très forte entre l'offre et la demande. Je trouve qu'il y a un ratio qui est toujours assez impressionnant. Pour chaque personne qui est en train de chercher un travail aujourd'hui, il y a 1,7 emplois disponibles. Donc on reste toujours quand même sur un marché du travail où on peut continuer d'avoir des tensions sur les salaires, notamment sur les salaires des jobs les moins qualifiés. Et ça marque quand même une différence très très forte avec la décennie précédente. Aujourd'hui, les tensions sont sur les bas salaires. Donc, tension sur le marché de l'emploi et l'inflation sur les services et notamment sur l'immobilier. Pour moi, ça reste les deux points d'inquiétude de la Fed. Ce qui fait que pour moi, la Fed, 25 points de base maintenant. Elle a quand même de la marge de manœuvre pour être, je dirais, un peu plus souple. Mais on va continuer de maintenir un discours assez hawkish, assez engagé à ramener une inflation à 2%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Fed est vraiment bien engagée à réussir ce job. Ouais. La BCE... On va y venir. On va y venir. Non, mais... non, mais c'est 25... C'est possible que ce soit peut-être la dernière hausse de taux de la Fed non, quand même pas. Non. Nous, on avait un... Donc il faut quand même que le discours, malgré la rétrogradation qu'on va avoir du pas de hausse de taux, qui va passer de 50 à 25, le discours va rester suffisamment volontaire pour signaler peut-être encore une ou d'autres hausses de taux supplémentaires. Exactement. Et ce qui est plus important aussi, c'est pas seulement le taux terminal, mais sur combien de temps la Fed va maintenir ces taux en territoire restrictif. Et là, je pense que la Fed va essayer de doucher un peu l'optimisme des investisseurs qui voient un taux baisser très rapidement. Comment est-ce qu'elle peut faire passer ce message, sachant que Jérôme Powell et d'autres membres de la Fed essayent de faire passer le message que les taux vont rester à un niveau restrictif pour longtemps depuis plusieurs mois, et que depuis plusieurs mois, le marché n'accorde pas de crédit à cette parole. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réitérer ce message, des taux plus élevés, sur une période prolongée, même si de façon effective, ils peuvent baisser les taux d'ici la fin de l'année. Mais le message aujourd'hui ne peut pas être différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème sur les conditions de financement. Si elles sont trop accommodantes, il y a un risque de voir cette inflation redémarrer. Donc aujourd'hui, la Fed, je pense, va être très très vigilante sur le fait qu'il faut, ramener une inflation à 2% et de façon durable. Donc il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Il y a plus de marge de manœuvre, il y a moins, c'est beaucoup moins chaud qu'avant, des marges de manœuvre, mais aussi l'obligation de maintenir un discours très strict pour ne pas avoir ce risque d'avoir une inflation rebondir. Comment est-ce que la Fed va justement faire passer ce message, Mabrouk, sachant que les indicateurs de conditions financières qu'on peut suivre montrent effectivement que les conditions financières aux États-Unis n'arrêtent pas de se détendre? Est-ce qu'on atteint peut-être un niveau d'accommodation trop important du point de vue de la Fed par rapport à l'objectif qu'elle se fixe?
Alors, juste 2 points, effectivement, avant de répondre à votre question. C'est quand on regarde juste les propos qui ont été tenus par les membres du FOMC la semaine dernière, et je rejoins ce que Valentine, effectivement, a dit. Il dit attention, effectivement, à l'inflation salariale, l'inflation du côté des services, qui compte pour le plus gros contributeur, finalement, maintenant, à l'inflation sous-jacente. Donc, on voit bien, et là, c'est quelque chose d'une pirouette, là aussi, de communication, si je puis dire, parce qu'on change, et c'est pas la première fois que la Fed le fait, de métrique. C'est-à-dire qu'en gros, de temps en temps, on va regarder le core CPI, l'inflation dite sous-jacente, de temps en temps, on va regarder l'inflation totale, de temps en temps, on va regarder le déflateur de je ne sais plus quelle composante du PIB. Donc, on s'ajuste au gré, effectivement, du besoin. Donc ça, effectivement, mais quelque part, c'est assez intelligent. C'est une manière, entre guillemets, de ne pas brusquer, finalement, la communication et de rester sur la même tendance. Deuxième point, en fait, il y a une énorme incertitude concernant un point, à mon sens, qui est complètement sous-estimé par, aujourd'hui, les investisseurs, c'est l'effet de second tour. Aujourd'hui, donc, effectivement, pression sur les bas salaires, mais pression également sur, quand on regarde les enquêtes de la Fed Atlanta, pression sur ceux qui changent, effectivement, de métier. Ouais. Globalement, il y a une grosse dichotomie entre ceux qui restent en emploi, donc plus 5%, à peu près, c'est la croissance des salaires observée, et plus 8% sur ceux qui changent. Et donc, effectivement, quand on a en tête le nombre de vacances d'emploi, c'est-à-dire la possibilité, la probabilité de changer d'emploi, qui est quand même assez forte aux États-Unis, eh bien, on se dit finalement que à un moment donné, ça peut se diffuser, ça peut effectivement commencer à prendre des proportions qui pourraient inquiéter la Fed. Et là encore, monter les taux, alors peut-être pas effectivement, alors moi j'étais plutôt partisan pour un 50 points de base, parce qu'en gros c'est comme on a discuté effectivement, mais bon globalement le marché a décidé autrement, puis bon il n'est pas question finalement de brusquer, la Fed n'est pas là pour brusquer. Mais cela dit effectivement, 25 points de base maintenant, 25 points de base plus tard, et encore peut-être une autre augmentation des taux d'intérêt, pourquoi pas. Et le point important, c'est que quand on regarde le dot plot de la Fed, le dernier, il y aura une mise à jour, il y avait quand même beaucoup plus de membres du FOMC qui militaient pour effectivement un taux terminal plus élevé, au-dessus effectivement de ce qu'anticipait le marché. Ouais. Et donc, in fine, globalement, la Fed a plein d'outils à sa disposition pour contraindre les anticipations. Elle va y arriver de toutes les manières parce que la Fed est une banque centrale qui est crédible. Personne ne remet en cause effectivement aujourd'hui la crédibilité de la banque centrale. Et on voit bien que même la question du soft landing qui a été quand même sacrément critiqué, décrié finalement, en disant que le soft landing ne pourrait pas être mis en place finalement, etc. Pour le moment, personne, effectivement, aujourd'hui, tout le monde rejette l'hypothèse d'une récession forte et marquée aux États-Unis. Le soft landing, globalement, il est en train de se produire. Et donc, in fine, la Fed est en train de réussir son pari, de faire atterrir finalement l'économie américaine et de faire atterrir finalement l'inflation vers une cible, vers une target désirée. Et donc, il y a la possibilité de faire atterrir en douceur cette économie américaine, de ramener l'inflation et les pressions inflationnistes à un niveau plus confortable, sans détruire le marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Est-ce que c'est économiquement possible d'imaginer un chemin qui verrait cette inflation sous-jacente, qui reste le dernier bastion à abattre, entre guillemets, se résorber d'elle-même sans avoir à faire monter le taux de chômage, je ne sais pas, qui est à 3,5 aujourd'hui, à 4, 4,5, voire 5 demain. Le chômage monte de 0,5 points, c'est pas dramatique non plus, d'une part. Et quand on voit effectivement, encore une fois, ce réservoir d'emploi, quand on voit effectivement le taux de participation qui n'est pas non plus très élevé aux États-Unis, qui est encore un poil en dessous de ce qu'il était au niveau pré-crise, par rapport à son niveau pré-crise. Il y a, entre guillemets, de la marge pour restaurer finalement un certain équilibre sur le marché du travail. Aujourd'hui, le marché du travail, il est complètement déséquilibré quand on regarde l'offre et la demande. Et donc, in fine, c'est pour ça qu'il y a autant de pression. Donc, réduire finalement l'offre de travail à travers la réduction des vacances d'emploi, ça veut dire quelque part, ça permettra de restaurer un équilibre sans pour autant en fait déclencher une augmentation substantielle du taux de chômage. C'est faisable. Et donc c'est ça le soft landing. Ça, à mon sens, ça a été clairement dit par la Fed à un moment donné, on veut effectivement s'attaquer à ce réservoir d'emploi non pourvu. Et clairement, globalement, en durcissant progressivement les conditions monétaires et en les maintenant surtout pendant effectivement une durée relativement longue à un certain niveau, enfin le plateau monétaire, ils y arriveront. Et c'est là, finalement, il y a deux risques, à mon sens, et je reviens sur mon effet Phillips d'une part, et d'autre part, effectivement, les anticipations de marché, de voir la Fed, entre guillemets, commencer à courber les chines, c'est-à-dire courber les taux face aux attentes du marché, alors même que finalement, les conditions ne le requièrent pas. Hervé, comment est-ce que Jérôme Powell va nous vendre, encore une fois, une hausse de taux de seulement 25 points de base, quand elles furent de 75 4 fois d'affilée, puis de 50 lors du dernier meeting? Alors, ça, je pense que c'est assez facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de dépeindre l'environnement. Non, ça, il va dire, il y a un effet retard sur la hausse des taux. On a déjà beaucoup monté. Ouais. Ça semble aller un peu mieux. Mais cet effet restrictif va continuer à infuser dans l'économie. Comme on n'y voit pas très clair, je ralentis un peu. Je pense que l'histoire, elle est là.
elle va être dite mercredi soir et elle sera acceptée. Mais la difficulté, il faut voir l'histoire que l'on raconte, il faut voir la réalité. Il y a 3 histoires aujourd'hui. Il y a l'histoire des marchés, alors je la répète brièvement, l'inflation ralentit, la Chine est en train de redémarrer, les marchés de l'emploi sont bons, je mêle tout ça, ça permet aux banques centrales d'être moins restrictives qu'on ne le pensait et à l'activité de tenir le choc. C'est l'histoire racontée par les marchés aujourd'hui. On a eu Davos, là, il y a 2 semaines. 15 jours, ouais. Et alors, il y a eu deux enquêtes à Davos qui étaient intéressantes. L'enquête auprès des chefs économistes des grandes banques mondiales. Respect, s'il vous plaît. Black. Et en fait, alors eux, ils disaient, mon Dieu, le risque de récession est très fort, l'inflation va rester forte dans certaines zones, et l'Europe d'abord, moins les États-Unis. Et dans tous les cas, il faut vivre avec un monde où la demande est flappie, et où les coûts continuent de progresser. Bref, les chief économistes, ils étaient pas sur la ligne du marché. Et puis, il y a les patrons des entreprises. Alors là, eux disent, oui, le monde va être compliqué. En fait, tous les travers qu'on a aujourd'hui, environnementaux, géopolitiques, économiques, oui, ils sont là pour durer. Oui. Donc, on s'installe dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, les braves gens, les braves patrons disent... D'ici 5 ans, il y a 40% de nos entreprises qui auront disparu. Donc en fait, il y a une démarche schumpeterienne qui est en train de se mettre en place. Et ils disent d'une façon ou d'une autre, dans cet environnement-là, et c'est sans doute le plus intéressant, on ne pourra pas le gérer par les baisses d'emploi, parce que trouver du monde, c'est compliqué. Ouais. On ne pourra pas le gérer par... un aspect restrictif de la gestion des salaires pour la même raison. Et donc, il va falloir qu'on le gère par la diversification et l'augmentation des prix. Donc, en fait, il y a 3 histoires. Celle des marchés, qui est très sympa, celle des chefs économistes, qui est de court terme et qui n'est pas sympa, et celle des entreprises qui disent, et ça qui est intéressant... Ils sont pragmatiques. Disent, notre comportement va devoir changer. Alors, les 3 histoires, moi je pense que celle des marchés est vraiment optimiste, parce que quand on voit le monde tel qu'il marche aujourd'hui, en fait c'est Edgar Morin, notre Français national, qui parlait de polycrise. C'est-à-dire qu'il y a plein de crises en même temps, et puis les crises agissent les unes sur les autres. Alors il y a évidemment la crise de la guerre russe en Irak, en Ukraine. En Ukraine. Oui. En Irak, c'est une autre histoire, une ancienne histoire, mais qui a encore des conséquences. D'ailleurs, ça va être intéressant. Il y a évidemment la crise sanitaire, qui n'est pas finie. Il y a la crise environnementale. Il y a la crise économique, l'inflation, la dette. Il y a le comportement de politique économique. Si demain, il faut à la fois faire plus d'investissements, plus de dépenses de défense, vous voyez bien qu'en matière de politique budgétaire, ça dit des choses, qu'en matière de politique monétaire, ça en dit, et que tout ça pris ensemble, ça dit des choses sur les prix. Voilà la réalité d'une banque centrale aujourd'hui. Elle se dit, ouïe, c'est compliqué. Et donc, moi, je pense qu'elle ne peut être que conservatrice. On parle de la Fed, mais pour la BCE, ça sera pareil. Il y a trop de dimensions. Et elle n'arrive pas à aligner toutes ces dimensions, parce que personne n'arrive à aligner toutes ces dimensions. Donc, elle va dire, j'ai un mandat. Et donc, je vais me tenir à mon mandat avant de comprendre comment ça se passe, mais je vais le faire avec prudence, parce que si ça part dans une direction à laquelle je ne pensais pas, ou si le marché s'aperçoit qu'il s'est trompé et qu'on a un vrai problème sur les marchés, il faut bien que j'arrive à récupérer. Donc, la Fed, elle va monter les taux de 25 centimes, mais elle n'a pas fini de monter les taux de 25 centimes, parce que voilà, l'inflation, elle va ralentir. Mais combien de temps faudra-t-il pour retrouver les niveaux précédents, si jamais on les retrouve? Elle n'en a pas d'idée, personne n'en a d'idée. Donc elle va garder le cap, et là je pense que le marché, selon moi, fait une erreur à croire qu'on va vite atteindre le maximum et qu'on va baisser derrière. Ça, c'est une vision un peu à la petite semaine, alors qu'on est dans un monde tout de même qui est assez différent du monde que l'on a tous connu précédemment. Fin 2021, il valait quand même mieux écouter le marché que les banques centrales. Le marché à l'époque nous disait « Attention, les anticipations d'inflation sont en train de partir ». Et le discours des banques centrales fin 21, c'était de dire « Moi vivant, jamais vous me verrez monter les taux ». Mais Grégoire, à la fin... Aujourd'hui, le marché nous dit l'inverse, nous dit attention, le travail est fait
Et vous allez pouvoir, vous ne le savez pas encore, monsieur Jérôme Powell et madame Christine Lagarde, mais vous allez pouvoir recommencer à envisager de baisser vos taux dans un futur proche. Il s'est quand même passé quelque chose entre la fin 21 et la fin du mois de février 22. Je suis d'accord. Donc, en fait, les anticipations, elles n'ont pas valu pour une longue période, quoi. Juste un tout petit Mabrouk commentaire. et puis Valentine. C'est que là, où, effectivement, premièrement, il y a comment il s'appelle Monsieur Bullard qui effectivement indiquait au mois de novembre de l'année 2021, attention, vous n'êtes pas prêts, la Fed peut monter de 75 points de base ses taux d'intérêt puisque l'inflation peut partir de manière incontrôlée. Donc finalement, les banquiers centraux, quelque part, avaient ce risque en tête, premièrement. Et deuxièmement, dans un monde où on enchaîne des chocs à une vitesse qu'on n'a jamais vue par le passé, le retour de la volatilité macroéconomique, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis 30-40 ans. On est obligé, à un moment donné, de ne pas se lier les mains. Et les banques centrales ne veulent pas se lier les mains en disant la Fed est l'exemple le plus parfait. Je vais effectivement me donner toute la latitude de monter mes taux d'intérêt. Effectivement, on arrive à un certain objectif, on n'est peut-être pas non plus arrivé au bout, parce que l'inflation, certes, va diminuer, mais pas encore suffisamment pour pouvoir relâcher notre garde. Et donc, 25 centimes nous paraît adapté, mais on va continuer. Et donc, cet abandon de la forward guidance, cette discrétion, cette approche discrétionnaire des banques centrales, aujourd'hui, c'est la règle, si je puis dire. La Banque centrale du Japon nous le montre, encore une fois. La BOE, là aussi, on ne l'attendait pas. Tout le monde, au dernier meeting, on entendait 25 points de base, etc. Là, on regarde, effectivement, ça s'est de nouveau décalé à 50 points de base. Bon, donc du coup, on voit que le pragmatisme, aujourd'hui, des banques centrales, c'est la meilleure arme pour pouvoir faire face à cette situation. D'accord. Je pense que ce qui est important de regarder, c'est la nature de l'inflation, et qui est quand même différente en fonction des zones. Aux États-Unis, en Europe, au UK. UK, c'est la situation la pire des deux. Mais fin 2021, quand le marché regardait l'inflation américaine, on n'a pas arrêté de décrire le choc inflationniste aux États-Unis comme étant endogène et moins lié au choc ukrainien et au choc énergétique que l'inflation européenne. Exactement. Aux États-Unis, on est sur une inflation qui est tirée par la demande, on est sur une inflation parce qu'on a une économie qui roule très fort. Et si on regarde tous les chocs exogènes qui ont même au début contribué à ce qu'on ait de l'inflation aux États-Unis, tout ça, c'est en train de s'améliorer. Si vous regardez les perturbations sur les chaînes de production, ça s'améliore, mais vraiment. Bien sûr. Si vous regardez sur le prix des biens aujourd'hui, il y a des stocks extrêmement importants sur le prix des biens. Ça va vraiment. Et puis il y a une demande aujourd'hui qui est en train de baisser pour les biens et de se transférer aux services. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir zéro sujet sur l'inflation sur les prix des biens. Vraiment, l'inflation reste pour moi le vrai sujet aux US, c'est cette inflation sur l'immobilier. Parce que ce qui est positif aussi du côté économique, c'est les fondamentaux du marché immobilier sont très très bons. Il n'y a pas de stock. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de stock aux US, mais par contre, il y a des prix qui sont extrêmement chers. Donc s'il y a les taux qui se remettent à baisser, je pense que le risque, c'est de revoir ce marché immobilier. Que ça repart tout de suite. La sensibilité du prix immobilier est immédiate en cas de relâchement monétaire. Il n'y a pas de stock. Donc il y a une demande, et il y a un marché de l'emploi qui est très fort. Donc si on a les taux qui se remettent à baisser, pour moi, on a les prix sur l'immobilier US qui vont repartir. Et ça peut être un sujet pour la Fed. Je vous laisse réagir, mais avec tout le respect que j'ai pour le marché obligataire, Valentine, comment vous expliquez, encore une fois, ce pricing persistant d'un marché obligataire qui nous dit, à partir de l'été, la Fed pourra être en position de baisser ses taux et pas juste de les ajuster une ou deux fois à la baisse. C'est 200 points de base de baisse de taux qui sont pricés par le marché jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc un vrai cycle de baisse de taux qui pourrait se mettre en place dès cet été. Le marché obligataire n'en démord pas. Alors, il y a certains investisseurs, dès cet été, la première hausse de taux, elle est pricée à... Baisse ou hausse Baisse. Oui. La baisse de taux est pricée un peu plus tard. D'accord. Bon. Mais il y a certains investisseurs dès cet été. Moi, je trouve que c'est complètement irréaliste d'anticiper une Fed qui baisse ses taux dès cet été. Elle ne prendra pas ce risque. Je ne pense pas que la Fed prenne ce risque. Parce que donc, pour une question de risk management... Exactement. De voir derrière rebondir l'inflation, surtout dans un environnement, et ça reste une variable extrêmement importante pour nous pour l'année prochaine, où la Chine est en train de rebondir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même du mal à appréhender. On a bien vu les difficultés qu'on a eu à appréhender, le rebond de nos économies post-Covid en termes d'inflation, en termes de demande. Là, on a quand même une économie qui est extrêmement importante en termes de taille, qui est en train de réouvrir. Donc ça va être très positif pour la croissance, mais quid de l'inflation ? Quid s'il y a une demande trop forte en Chine, à nouveau avoir des problèmes entre l'offre et la demande, des perturbations sur les chaînes de production, etc. Même si c'est de la consommation, même si c'est vraiment une relance ou une reprise de l'économie chinoise à travers la consommation des ménages,
c'est une situation qui peut générer de l'inflation et de l'inflation qui pourrait se retrouver ailleurs dans le monde. Moi, je vois ce risque comme étant aujourd'hui quelque chose de modéré, parce qu'on a quand même la Chine continue d'avoir des problèmes structurels sur l'immobilier, etc. Mais néanmoins, c'est quand même une économie qui va réouvrir et on va avoir ça va être un impact positif sur la croissance. Et en termes d'inflation, je vois le risque plutôt pour l'Europe, notamment sur la consommation d'énergie avec le prix du gaz. D'accord. Mais à surveiller néanmoins l'évolution du prix du pétrole. Et donc la Fed ne baissera pas ses taux à partir de cet été. Je ne vois pas la Fed baisser ses taux cet été, rien qu'à cause de tous les risques de voir un rebond derrière de l'inflation et vraiment un risque de perdre sa crédibilité. Surtout après avoir communiqué sur le fait que l'inflation était transitoire, ils ont quand même perdu un peu en crédibilité. Donc on peut perdre une fois sur transitoire, mais on ne peut pas perdre une deuxième fois sur On ne s'engagera, je ne pense pas. Hervé et puis Mabrouk. Moi, je pense qu'il faut écouter Laëlle Brennart tant qu'elle est encore à la Fed, puisqu'on murmure qu'elle pourrait aller à la Maison-Blanche. Donc une partie importante, donc, je dis juste vice-présidente, économiste, contrairement à Jérôme Powell, et avec une longue expérience au sein du FOMC et de la Réserve fédérale en général. Et au sein de l'administration américaine avant. Moi, je pense que pour les marchés, garder Laëlle Brennart à la Fed, ça serait une bonne chose. Enfin, on verra bien. Mais ce que Laëlle Brennart nous dit, elle dit qu'il faut faire attention à 3 choses. La première chose, c'est les anticipations inflationnistes. Aujourd'hui, elles paraissent bien calées, mais il y a cette remarque, et il y a des papiers de recherche là-dessus, quand on voit l'accélération des prix à partir de 65, il y a très très longtemps, en fait, dans ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui des anticipations inflationnistes de l'époque, quand on regarde la distribution, c'est qu'à ce moment-là, on voit que le haut de la distribution part. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, c'était la population, pas les marchés à l'époque, qui dit « moi je suis plus inquiet ». Et donc la lecture qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas voir que la moyenne ou la médiane des anticipations, mais la distribution. Laëlle Brennart pointe les études, et les études sont intéressantes, il y en a plusieurs. Le deuxième élément, c'est les chocs d'offres, les chaînes de production. Bon, aujourd'hui, on dit ça va aller mieux à cause de nos amis chinois qui réouvrent, tant bien que mal, leur économie. Mais en fait, est-ce qu'avec la fin de la phase la plus forte de la mondialisation, les entreprises qui disent ne mettons pas tous nos œufs, toutes nos inputs dans le même panier, est-ce que tout ça ne va pas changer ? McKinsey a sorti un papier ce matin sur le marché, le prix des matières premières à l'horizon des X années devant, comme McKinsey aime bien faire. Mais en fait, eux disent il faut garder en tête que le prix des matières premières va rester élevé, orienté à la hausse pendant longtemps, pour toutes les raisons que l'on connaît les uns les autres. Donc, en fait, là, il y a 2 signaux qui font que, on n'a pas l'impression que relâcher la garde soit une bonne idée. À rebours, c'est vrai qu'avoir toutes les banques centrales qui montent leurs taux au même moment, ça veut dire qu'il y a peut-être un multiplicateur de la hausse des taux sur l'activité, et il faut quand même faire attention. Donc, quand vous dites tout ça, la synthèse, vous dites oui, je continue à monter, mais je le fais un peu plus prudemment qu'avant, parce qu'il faut que j'ai une manœuvrabilité, et tout ça dans le contexte de difficulté à comprendre ce qui se passe et de volatilité des signaux macroéconomiques, et sans doute à certains moments une volatilité des marchés. Voilà quoi. Donc ils gardent le cap, mais ils le font avec prudence. Sur la question des chaînes de valeur, je rappelle que les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine auront atteint un niveau record en 2022. Ouais. Non, mais absolument. On n'est pas encore totalement plongé dans la déglobalisation à marche forcée. Non, on n'y est pas plongé, même si quand on voit les flux de marchandises et de services, ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux de marchandises, ceux de services ont moins souffert, ceux des personnes au travers des migrants ont moins souffert, alors on aime ou on n'aime pas, et après il y a les flux financiers qui, eux, ont pas mal souffert.
Mabrouk, je ne sais plus où on en était sur la Fed, mais on va passer à la BCE Alors aussi. justement, il y a une bonne transition avec la BCE, c'est que quand on regarde la distribution des anticipations d'inflation, alors il y a différents termes. Il y a une enquête du Survey Professional Forecaster qui nous dit, donc il y a 2 termes, 1 an et 5 ans. Bon, à 1 an, il n'y a pas de doute, effectivement, de la distribution, c'est complètement déplacé à droite. Donc c'est-à-dire que tout le monde anticipe une inflation qui va aller au-delà de 4% pour cette année. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que la distribution de ces anticipations d'inflation à 5 ans est devenue bimodale. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a 2 bosses. Il y a une première bosse, effectivement, autour de 2. La Banque centrale est crédible, on revient à 2. Et il y a une deuxième bosse entre 3,4% et 3,9%. C'est-à-dire qu'en gros, on va changer peut-être, effectivement, de paradigme en termes d'inflation. Et ça pose un vrai problème à une banque centrale, puisque quel est un de ses mandats, effectivement, c'est la stabilité des prix. Qui dit stabilité des prix, dit également ancrage des anticipations d'inflation. Si effectivement la BCE constate qu'à moyen long terme, les anticipations se désancrent, entre guillemets, par rapport à la cible de 2%, on va avoir un problème. Ça veut dire qu'on questionne, on discute de nouveau la crédibilité de la Banque centrale à maintenir effectivement cet objectif, du moins à parvenir à cet objectif. Et donc du coup, in fine, qu'est-ce qui va se passer? On le sait tous, Christine Lagarde va être, entre guillemets, contrainte de taper du poing sur la table de nouveau, effectivement, comme en décembre dernier. Bah oui. Donc avec 50 points de base, bon ça c'est acquis, hein, donc personne ne le discute effectivement. Bah, c'est acquis pour les 2 prochains meetings. Non, je vais parler des 2 prochains. Oui, Donc, c'est ça. La 50 points de base, Février et mars. 50 points de base pour Et peut-être Et 50 en mai. effectivement, donc on arrive. Alors, la question qui se pose, c'est arrivé à 3,50, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue à 25 pour répliquer un peu le comportement de la Fed? On commence à atterrir en douceur, ou bien on continue sur la lancée de 2,50 points de base pour arriver à 4%. Bon, effectivement, là, je pense que le 4% va être un petit peu violent, pour le coup, dans un contexte où on va arriver, donc après la réunion de mars, au mois d'avril, donc fin avril, début mai, et là, on va avoir une économie européenne qui va commencer à souffrir, sans doute un peu plus, des conditions, enfin en tout cas des effets retardés de l'inflation, des conditions monétaires qui se seront durcies un peu partout dans le monde, l'effet multiplicateur effectivement, et donc in fine, là la BCE va commencer elle aussi à répliquer le comportement de la Fed. En fait, il ne faut pas oublier, tout simplement, la BCE fait un copier-coller. Hein. Et il y a Avec 6 mois de retard. Voilà, quelques mois de retard. Donc globalement, elle va commencer à atterrir, mais elle ne va pas s'arrêter là, à mon sens. Parce que l'inflation globalement, et ça j'y tiens et je sais qu'on n'est pas d'accord, l'inflation va continuer de monter. Elle va continuer de monter en zone euro, en fait, c'est pas fini. Et on va avoir des problématiques de croissance des prix qui vont être encore assez fortes, notamment sur la partie sous-jacente. Le point important, c'est que le sous-jacent ne contribue toujours positivement et même de plus en plus à l'inflation en zone euro. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un véritable problème, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'ils sont beaucoup plus avancés sur le cycle. On n'a pas encore réglé le problème d'inflation en Europe. Et donc, il faut que la Banque centrale continue de monter ses taux d'intérêt. On a toujours une croissance des revenus réels négative, très négative. Certes, oui. Mais on a quand même, effectivement, et c'est le cas aux États-Unis, ça n'a pas empêché la Fed de monter à plusieurs reprises, 75 points de base, ses taux d'intérêt. Mais on a quand même une croissance économique qui est quand même assez forte. Enfin, je reviens juste un point sur les États-Unis. L'acquis de croissance aux États-Unis pour 2023, il est de 0,9. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau de croissance embarqué, si on fait 0% à chaque trimestre en 2023, on est à 0,9. Aujourd'hui, les pronostics du consensus, c'est 0,2, 0,4. Donc ça veut dire que globalement, on est très noir, très pessimiste sur la croissance américaine. On n'a pas encore les chiffres du Q4 pour la zone euro et globalement on sait que des statistes effectivement va sans doute réviser à la hausse l'Allemagne. Et donc du coup qu'est-ce qu'on va avoir à ce stade? Avec le chiffre du Q3, on a une croissance remarquée, un acquis de croissance de 0,4. D'accord? Donc en gros on a déjà en fait une croissance qui va être qui part sur le bon pied. Exactement. D'accord. Donc pourquoi la BCE s'arrêterait? Bon, bah, je sais pas, question, Valentine, sur la Banque Centrale Européenne. Bah, non, moi j'écoute Christine Lagarde, donc 2 fois 50, ça semble être gravé dans le marbre depuis le meeting de décembre. Option pour un troisième 50 points de base, pourquoi pas au mois de mai si nécessaire. Au milieu de tout ça, on va commencer aussi à réduire un peu plus activement le bilan en zone euro. Je voulais qu'on fasse le lien peut-être avec... la stabilité ou le semblant de stabilité qu'on semble avoir retrouvé sur les marchés obligataires qui semble être un peu plus canalisé là, depuis ce début d'année 2023. Est-ce que c'est un endormissement passager? Est-ce qu'il faut se préparer à un retour de volatilité sur nos marchés obligataires en Europe? Moi, je pense que c'est un des points les plus importants pour, j'appellerais, la global picture de la zone euro pour l'année 2023. Parce que je partage ce point de vue sur l'inflation sous-jacente. On peut avoir une inflation sous-jacente qui reste élevée.
en Europe et qui surprennent à la hausse. De la même façon que je pense qu'on peut avoir une inflation qui surprenne à la baisse aux États-Unis, je pense qu'on peut avoir une inflation corps qui reste élevée parce qu'aujourd'hui, cette inflation, elle est subventionnée d'une certaine façon par les États. Si on regarde aujourd'hui les prix de l'énergie payés par les ménages et les entreprises en Allemagne, par exemple, ou en France, ce ne sont pas les prix effectifs. Donc c'est 13 et 7 centimes du kilowattheure en Allemagne pour les entreprises et les ménages. 7 et 13 centimes. Donc même si on a un prix du gaz qui reste stable... Je parle du kilowattheure d'énergie en l'occurrence, mais... Ça, ce qui veut dire, c'est qu'on a le prix payé par les ménages ou par les entreprises s'il y a moins de soutien des États qui peut continuer d'augmenter. Donc je pense que l'inflation cœur en zone euro peut rester élevée et sur des niveaux qui soient, je dirais, pas acceptables. Et donc ça justifie d'aller en restrictif, puisque dans un premier temps, l'objectif de la BCE était d'aller au neutre, neutraliser la politique monétaire. Là, maintenant, l'objectif endossé par tout le monde est d'aller en restrictif et d'y rester, là aussi. Et l'objectif, là, pour moi, la BCE va faire face en 2023, enfin, fait face aujourd'hui à un double challenge. Un, sa crédibilité. Donc, face à ces niveaux d'inflation qui peuvent rester durablement élevés, objectif, comme elle l'a annoncé, à envoyer les taux en territoire restrictif. L'autre point, c'est un problème de stabilité financière. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de monter le coût de la liquidité, réduire le niveau de la liquidité, dans un environnement où on a des niveaux de dette élevés pour certains pays en Europe et où on a des besoins de financement qui sont importants. Et là, pour moi, une des différences majeures qui va marquer l'année 2023 par rapport à la décennie précédente, c'est l'offre nette de dette d'État, nette des achats BCE, qui va être stratosphérique cette année. En gros, c'est plus de 500 milliards Largement plus de 500 milliards. Largement plus. Largement, parce que si on compte, on va dire 400 milliards, les besoins nets des États, 150 milliards, on va estimer la BCE qui va vendre des titres, et aussi à peu près 150 milliards de titres européens pour financer tous les plans de soutien. Les supras, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même monstrueux, en sachant que depuis 2015, la BCE absorbe l'ensemble des besoins de financement des États. Donc ça, c'est un vrai changement de régime en termes de facteurs techniques sur les marchés des taux. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point à surveiller. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire des Valentine taux qui peuvent être poussés à la hausse à cause de la... C'est pas stabilisé. Il ne faut pas reprendre... Là, ce n'est pas le moment d'aller long et de prendre de la duration sur le souverain européen. De prendre oui, non, je pense que ce n'est pas le moment et je serai très vigilante sur l'évolution des taux en Europe. Et ce qu'il faut dire que depuis le début de l'année, quand même, ça fonctionne assez bien sur les marchés. Mais vraiment, c'est un élément à surveiller qui marque une différence majeure par rapport à la décennie d'avant. Ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que la Banque Centrale Européenne a été, au cours du mois de juin dernier, obligée de publier un communiqué en urgence pour indiquer qu'elle allait mettre en place un mécanisme pour garantir la transmission de sa politique financière. À l'époque, c'était le sujet italien, évidemment, qui faisait réagir et sortir la Banque Centrale Européenne en urgence du bois. Depuis, on ne parle plus du spread italien. Pour moi, il n'y a pas de sujet avec l'Italie aujourd'hui. Il y a un sujet... Pas plus que d'habitude, quoi. Non, il n'y a pas de problème spécifique en Italie, etc. Mais il y a un sujet de niveau de taux général en Europe qui peut être un sujet pour les États les plus endettés. Et ce n'est pas un sujet à court terme, parce que si vous regardez la maturité moyenne de la dette italienne, elle est de 7 ans, c'est assez long. Donc ces taux élevés vont mettre un certain temps à se répercuter sur le coût moyen de la dette. C'est juste à un moment donné, le marché il peut se dire, non mais on ne peut pas faire avec des taux comme ça. Pour certains pays qui ont une croissance potentielle si faible et des niveaux de dette élevés. Il y a un moment, ça craque. Mais il y a un moment, il va falloir que le marché ait ce déclic. Et jusqu'ici, il ne l'a pas eu. Et la dette italienne a bien performé l'année dernière. Sachant, et je parle sous le contrôle des économistes, que pour cette année, peut-être même encore pour l'an prochain, grâce aux effets inflationnistes, aux effets nominaux, on devrait voir des ratios de dette sur PIB qui s'améliorent dans les États de la zone euro. Oui, ils peuvent s'améliorer, sauf ce qui peut se passer au niveau des politiques budgétaires, parce que je pense que pour parler de la BCE, c'est pas tout à fait un copier-coller, parce que la situation est quand même beaucoup plus embarrassante en zone euro, en Europe, qu'elle ne l'est aux États-Unis. D'abord, si on voit les choses de haut, la guerre, elle est en Europe, et on voit bien que dans cette idée de maintenir la parité entre les deux belligérants, il y a quand même une implication de plus en plus grande des Occidentaux, donc des Européens. Donc on a un front international qui est pas stable du tout. Et comment les opinions publiques
européennes vont réagir en fonction de ce qui va se passer, on n'en a pas d'idée. Donc là, c'est déjà beaucoup plus fragile. En politique intérieure, complètement relié à la politique internationale, on a aujourd'hui une stabilité qui peut être un peu précaire dans un certain nombre de pays. Si on a en plus des pressions internationales là-dessus, il se passe quoi? Avec quelle implication sur les politiques budgétaires? S'il y a de la tension, les États seront obligés de lâcher. Et dans ce cas-là, la politique monétaire, il faut la remettre dans ce contexte. Et on voit bien, il y a un côté contradictoire. Lutter contre la hausse des prix, sachant que le ralentissement ne s'est pas encore marqué, quoi. Pour le moment, on est toujours avec un noyau dur qui accélère. Et donc, voilà. Donc, il n'est pas question, dans ce cadre-là, pour la BCE, de baisser sa garde, une fois encore. Et en plus, elle se dit, il serait bien que je réduise la taille de mon bilan. Parce que ça montre bien que je suis engagé. Mais on voit bien que la réduction de la taille du bilan, dans le contexte budgétaire qui est fragile et qui pourrait se dégrader, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais elle ira à pas de loup sur cette histoire. Parce que c'est pas... On sait que l'équilibre est précaire. Donc elle va faire attention. Donc en fait, à mon avis, la BCE, elle va prier pour que la situation budgétaire ne se dégrade pas, que les Italiens soient sérieux, qu'en France, il n'y ait pas de problème. Elle va se concentrer sur l'inflation. Et sur l'inflation, pour le moment, là, c'est le copier-coller. Sur l'inflation, on n'y est pas, donc elle va monter les taux. Elle l'a dit, le chemin est balisé. Une fois qu'on sera, je ne sais pas, à 3,25, 3,50, j'en ai aucune idée, elle restera sur le plateau à attendre ce qui se passe. Même question qu'aux États-Unis. La décélération, ça prend combien de temps et on atterrit à quel niveau? On ne sait pas. Et tant qu'on n'aura pas la réponse à cela, elle restera sur son plateau. Mais vous dites que la BCE, d'une certaine manière, reste impliquée dans une logique de fiscale dominance, de domination budgétaire. Elle ne le reconnaîtra jamais, comme la Fed ne le reconnaîtra pas. Mais se dire que dans le monde que l'on connaît aujourd'hui, ou dans le monde qui s'ouvre devant nous, en matière de hiérarchie des politiques publiques, la politique économique ne sera pas tout en haut, je pense que c'est une évidence. Qu'à tout en haut, c'est la politique internationale avec sa dimension de défense et la politique de l'environnement. Et il faudra bien que le reste... Et donc l'intendance doit suivre. Exactement. Alors il faudra bien qu'on ait un discours qui s'adapte à cela. Et je pense que les marchés ne sont pas complètement prêts à ce changement de discours. Mais ils risquent de s'imposer parce que le monde va dans cette direction. Mabrouk, je voudrais qu'on dise un mot des marchés. On a parlé des banques centrales, les implications peut-être pour les marchés obligataires, mais un mot des marchés globaux, des marchés actions, des marchés d'actifs risqués. On a un peu le vertige des cimes. Parce que ça va vite, c'est fort, c'est puissant, et qu'on retrouve des niveaux records sur les indices actions en Europe en un mois, qu'on a atteint les objectifs des stratégistes sur le stock 600 en un mois, là on aurait dû mettre 12 mois pour les atteindre, et que donc... Oui, on bug un peu. Non, mais est-ce qu'on passe d'un excès à l'autre, d'un excès de pessimisme sans doute, a posteriori, à un excès de quelque chose d'un peu trop idéal? Du monde, effectivement, Q3, Q4, c'était une catastrophe. L'Europe allait s'effondrer, on allait effectivement passer l'hiver sans électricité, sans gaz, etc. Donc du coup, excès de pessimisme. Mais là, on voit finalement que ça se passe bien. Il y a de la croissance, on l'a un peu oublié effectivement, donc je rappelle juste un chiffre, la croissance des bénéfices européens, des entreprises européennes, c'est quasiment x2 par rapport à celle des entreprises américaines, mais on finit le rattrapage finalement, donc qu'on n'avait pas complètement terminé, donc c'est pas non plus complètement délirant de voir les entreprises européennes mieux effectivement se comporter en termes de parcours boursier, et là finalement on se rend compte en début d'année, inflation, plus vraiment un problème. Bon, erreur fatale, puisque là encore, l'inflation va rester un problème, notamment en zone euro. Donc effectivement, oui voilà. Non, je m'en étouffe, oui. Donc là, ça bug, effectivement. Donc on a aujourd'hui la conviction que l'inflation, finalement, c'est peut-être un peu d'histoire ancienne. C'est une histoire, à mon avis, qui est trop précoce. Et surtout, c'est que le marché n'a pas encore mis son nez ou la focale sur la croissance. Aujourd'hui, la croissance, la thématique est balayée encore d'un revers de la main. Si on part du principe que la croissance sera meilleure que ce qu'on anticipait. Oui, d'une part, mais finalement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va atterrir, et surtout, on ne sait pas ce que va donner la croissance micro. Et en gros, la croissance des bénéfices d'entreprise, on attend toujours. Alors, il y a deux discours, effectivement. Le discours plutôt positif, non mais ça va bien se passer, etc. Et le discours, attention, finalement, on va quand même subir les coûts et le coût d'augmentation des intrants qui va pénaliser effectivement les marges. Et qui n'arrête pas de s'effondrer.
Quoi donc? Les input price. Le coût des entrants n'arrête pas de s'effondrer. Ah oui, mais ça, c'est sans compter sur la dimension salaire, effectivement, qui constitue effectivement, là aussi, encore un intrant assez important. On ne fabrique pas uniquement avec des matières premières, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc, à un moment donné, donc, le marché des actions a démarré trop fort. Et donc, la volatilité, quand on la regarde, qui est la meilleure métrique finalement du sentiment de marché, elle est au plus bas finalement de ce qu'on avait observé depuis assez longtemps. À 19, je regardais sur le volatilité implicite aux États-Unis, c'est très bas. Donc attention à la mean reversion, donc le retour à la moyenne de la vol, qui signifierait finalement un ajustement des marchés. Action en tout cas à bref échéance. Ouais, j'entends. Valentine, un mot sur cette situation de marché, alors peut-être en dehors du fixed income, mais sur les actifs risqués crédit, peut-être aussi, qu'on peut observer. Oui, sur les actifs risqués. Les marchés, ils ont acheté la jolie histoire qu'on pouvait pouvoir contenir les pressions inflationnistes sans mettre en danger l'inflation, la croissance, c'est-à-dire qu'on allait avoir un atterrissage en douceur de nos économies. Alors, ma conviction, c'est que je pense qu'aux États-Unis, notre conviction, c'est qu'on va avoir une croissance qui va quand même être très très faible sur le deuxième semestre. Il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on a encore l'économie américaine qui est toujours soutenue par les mesures post-Covid, c'est-à-dire les ménages américains ont encore beaucoup d'épargne, c'est-à-dire toutes ces hausses de taux n'ont pas encore impacté nos entreprises parce que les entreprises ont utilisé le cash qu'elles avaient accumulé pendant la période Covid, parce qu'elles ont refinancé énormément de dettes pendant le Covid. Mais les petites entreprises vont devoir commencer à réémettre de la dette, et ce, à des taux beaucoup plus élevés. Et ça va être un risque qui va être beaucoup plus sur le deuxième semestre de cette année, et où on aura aussi tout l'impact des hausses de taux aussi sur le marché de l'immobilier. Oui, donc ça ne peut pas être un Goldilocks permanent. Non. Au cours de cette année 2023. Après, non, mais parce que ça, c'est pour les États-Unis. Je vois le risque beaucoup plus sur la partie croissance aux États-Unis. Je pense qu'on peut quand même avoir des bonnes nouvelles du côté de la baisse de l'inflation. Du côté Europe, on a aujourd'hui une croissance qui est soutenue par le fiscal. Donc le risque, ça va être un risque de stabilité financière, comment on va gérer toute cette offre de supply, mais je vois plutôt un risque sur l'Europe, l'inflation. Alors, ce risque et d'une inflation, l'inflation au corps qui reste élevée plus longtemps, obliger la BCE à être stricte, et après challenge avec les volumes obligataires. Bon, deux risques différents quand même de part et d'autre de l'Atlantique aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Valentine Henouz, Amundi Institute, Mabrouk Chetouane, Natixis ICM et Hervé Gouletker, Accuracy.